Que faites-vous de l'escalade? De l'escalade? Quand on aura des semi-automatiques, ils se paieront des automatiques. Quand on portera du Kevlar, ils se paieront des balles perforantes. Alors, vous portez un masque. Donc la suite de Batman Begins arrive. Mais comment ils vont appeler ça? Batman Continue, Batman Middle, Batman Legend, Batman machin, forcément quelque chose avec Batman dans le titre, n'est-ce pas? Non, The Dark Knight, le Chevalier Noir. Nolan, tu es un maître dans l'art de trouver des idées toutes bêtes et de nous faire passer pour des idiots avec. Non seulement ce titre est bien trouvé après toutes les spéculations sur le titre du film, mais c'est un titre fort de sens, mais on y viendra. Comme la fin de Begins le suggérait, le méchant de cet épisode serait le Joker. Donc il y a eu, bien sûr, d'autres spéculations sur qui allait jouer le Joker. Beaucoup de fans fantasmaient sur la possibilité d'avoir Mark Hamill, Luke Skywalker, enfin jouer le personnage qu'il double depuis 92 en live. Et d'autres pensaient à Nicolas Sarkozy. Internet, mesdames et messieurs. Enfin, l'acteur choisi se révéla être Heath Ledger. Vraiment? Le gamin dans le Chevalier? Le frère Grimm? Le cow-boy homo? Si tu veux, je ne sais pas trop quoi y penser. J'attendrai une photo, une BA avant de me prononcer, mais déjà que j'ai du mal à voir comment tu vas faire un personnage aussi carnavalesque que le Joker, je vois encore moins Heath Ledger en... Oh putain! Énorme! Ouais, beaucoup étaient sceptiques à propos de ce Joker, surtout après le cultissime Joker de Jack Nicholson. Même après les photos du mec, ils avaient des doutes. Mais moi, bien que le choix me paraissait bizarre, la simple vue de la première photo fut un gros coup de cœur. Ils ont pris un personnage délirant et l'ont parfaitement adapté et traduit dans un aspect sombre et authentique, et je ne vous raconte pas les bandes annonces. Pratiquement toutes ces phrases sont devenues cultes. De Why So Serious à Here We Go. Alors, mais je parle de tout ça alors que je n'ai même pas dit de quoi parlait ce film. Et ce pour une raison. Avant ce film, il y avait une longue période d'attente qu'ils ont compensée avec la plus ambitieuse campagne virale imaginable. Un paquet de sites qui donnaient une vie à la ville fictive de Gotham City, de faux articles, ainsi que le site whysoserious.com, où les fans devaient jouer à des jeux pour débloquer du contenu exclusif. Une photo, une PA, etc. C'était la campagne la plus interactive et ambitieuse jamais faite. Aucun n'a réussi à surpasser cette campagne. Ou du moins, essayer. Enfin, le film. Batman est à son apogée. Le crime recule chaque jour. La police est de plus en plus forte contre la pègre. Et certains citoyens se déguisent même en faux Batman pour appliquer eux-mêmes la justice. Mais en trop radical. Ce n'était pas tout à fait ce que j'avais à l'esprit en prétendant servir d'exemple. En plus de ça, un nouveau procureur, Harvey Dent, joué par Aaron Eckhart, arrive comme le chevalier blanc qui apporte espoir à la ville et ses habitants dans la guerre contre le crime organisé. Chose qui permet à Bruce Wayne d'envisager de bientôt laisser tomber Batman, vu que la ville s'apprête à rentrer dans cette période utopique où Gotham n'aurait plus besoin du Batman, et pouvoir se mettre avec Rachel, jouée cette fois par Maggie Gyllenhaal, qui est devenue entre-temps la fiancée de Dent. Et c'est sans compter sur un nouveau criminel, à la fois fou et brillant, le Joker, qui se voit comme la réponse à la lutte du crime de Batman. Il s'impose à la pègre en promettant de tuer le Batman.
ou de les tuer s'ils ne sont pas contents. Ce qui est le cas de Black Dynamite ici. Au fur et à mesure, le Joker devient extrêmement dangereux, tue de faux Batman, les juges, les commissaires, il essaye même de tuer le maire et Harvey Dent. Et le reste du film est une véritable guerre pour l'âme de Gotham. Batman qui fera tout pour les amener à la lumière, et le Joker qui fera tout pour les amener à être les animaux sans conscience qu'il est. Même quand Batman et Gordon arrivent à le capturer, il arrive à mettre en danger Harvey et Rachel. Mais heureusement, Batman arrive à temps pour sauver la demoiselle en détresse. Oh, ouais, Rachel a explosé. J'avoue, je l'ai pas vu venir. Et tant mieux, même remplacer Katie Holmes n'a pas sauvé ce personnage qui était juste fade. Dent est grièvement brûlé sur la moitié du corps, ce qui l'amène à devenir un autre ennemi de Batman, Double Face. Quand le film fut annoncé, on ignorait qu'on aurait eu Double Face. On croyait qu'on aurait Harvey et qu'il deviendrait Double Face après. En partie parce que des rumeurs disaient que la première suite de Begins se centrerait sur le Joker et la deuxième suite sur le procès du Joker et la naissance du Double Face. Je dirais bien qu'ils ont changé ça à cause de la mort soudaine de Heath Ledger, mais au vu de l'organisation des scènes de ce film, je me dis finalement que Nolan avait toute cette organisation en tête depuis le début. Et puis, dans les BA, on avait des signes très clairs sur le fait que Double Face serait vraiment dans ce film. Et j'avais hâte de voir comment ils l'ont fait cette fois. Je me doutais que ce serait 1000 fois mieux que la version Tommy Lee Jones, mais quand même, j'avais quand même hâte de voir ce que ça allait donner. Arrive alors la scène de la révélation, nous allons enfin voir ce Double Face. Il tourne sa tête pour montrer sa brûlure à Gordon, mais ça coupe avant qu'on puisse le voir. Oh allez, arrête de nous titiller comme ça, Nolan, allez, montre-le nous, allez, montre-le nous. Oh ouais, magnifique, ça ne pouvait pas être mieux. L'œil sans paupières, la joue trouée, c'est le vrai Double Face. Certains se plaignaient que le personnage est bâclé et qu'il le tue trop tôt. Premièrement, il n'est pas bâclé. Nolan a changé le personnage pour qu'il corresponde aux besoins de son histoire. Il n'y a pas de schizophrénie et il ne devient pas un terrible gangster. Il l'utilise pour montrer la vision utopique de Batman provoquer plus de malheur après avoir été souillé par la folie et l'envie de justice, faisant une autre némésis pour Batman en plus du Joker. À la différence que cette némésis est la cause directe des actions de Batman, là où le Joker n'était qu'une réponse. Le scénario est dans l'ensemble assez épisodique, avec un scénario et une mise en scène avec des montages parallèles. Beaucoup de montages parallèles, donnant un véritable aspect série au truc. Un épisode où le Joker monte et Batman s'occupe d'un gangster du nom de Lao qui sert de banquier à la paix. Un autre épisode où le Joker s'attaque enfin à la ville et Batman et tue accessoirement Gordon. Officiellement. Un épisode où Batman décide de révéler son identité pour arrêter le Joker, mais Harvey se dessine à sa place pour être poursuivi par le Joker, mais que ce dernier se fait arrêter. Un épisode où le Joker arrive à s'échapper et à faire de Dent un monstre, et un épisode final où le Joker transforme définitivement Harvey et met en place une bataille finale pour le Batman et une confrontation entre lui et Double Face. Ce qui retranscrit parfaitement l'aspect guerre contre le Joker, et fait une véritable épopée digne de la BD, et comble donc tous les fans du Joker. Et c'est une raison pour laquelle ça s'appelle The Dark Knight. Narrativement, on est au centre de cet univers quasi mythologique. Ce qui me donne encore plus envie de voir une série live sur Batman. Tu m'entends, Warner? Laisse tomber Smallville ou les projets morts dans l'œuf sur Wonder Woman et fais-nous une série live sur Batman. Regarde Sherlock, t'as une série live en même temps que les films et ils marchent tout autant sans avoir besoin de les rendre canoniques. Beaucoup disent même que la série est meilleure que le film. Mais Nolan n'apporte pas que de la nouveauté sur la narration, mais surtout sur l'histoire, les thèmes et la symbolique exploitée avec ses personnages, qui va au-delà de tout ce qui a été fait avec Batman et les super-héros. Ou en tout cas au cinéma. Pas la peine de me rappeler l'existence d'Alan Moore, je sais très bien qu'il existe, c'est bon. Il met le personnage face à des dilemmes plus ambitieux et philosophiques qui non seulement remet en question le personnage avec sa possibilité de voir un Gotham utopique et un chevalier blanc qui porte un visage, et le choix de sacrifier Batman et Bruce Wayne pour arrêter son ennemi. Mais il le met aussi face à des choix qui font un parallèle avec le patriotisme. Et ouais, il n'y a pas que les héros bleus, blancs et rouges qui apportent une dimension patriotique à leur histoire. La peur des attaques du Joker va avec la peur des terroristes après le 11 septembre. À un moment, Batman met en place un système d'espionnage qui traque la moindre trace du Joker pour pouvoir l'arrêter. Quelque chose de nécessaire, mais qui est très mal vu par le citoyen modèle qu'est Fox. C'est très mal. Il faut que je mette la main sur lui. Quoi qu'il vous en coûte. Il n'y aura qu'une personne qui pourra y accéder. C'est trop de pouvoir pour une seule personne. C'est donc à vous que je le donne. Vous seul y aurez accès.
Espionner 30 millions de compatriotes n'est pas dans mes attributions. Je veux bien vous aider encore une fois. Si vous respectez... Et considérez-moi comme démissionnaire. Tant que cette machine sera à Wayne Enterprise, je ne veux pas y être. Mais en fin de compte, le Batman fait ça pour le bien de la ville, et met en place la destruction de ce système une fois le Joker vaincu. Et enfin, celle qui a fait couler beaucoup d'encre, ou en tout cas fait parler pas mal de fans, la fin. Harvey Dent se fait tuer à la fin du film, et Batman et Gordon se mettent d'accord pour cacher toutes les horreurs qu'il a commis en faisant porter le chapeau à Batman. Il met alors en place ce mensonge et ce sacrifice qui détruit la réputation de Batman pour le bien de Gotham. Parce qu'il arrive que la vérité ne suffise pas. Il arrive que les citoyens méritent mieux. Les citoyens méritent parfois qu'on récompense leur loyauté. Et dans un sens, le film dit que le gouvernement ment à son peuple pour une bonne raison, pour les récompenser de leur confiance. Et il les récompense avec l'espoir. C'est un sujet extrêmement osé, surtout après des films comme V pour Vendetta et la période post-11 septembre, pour balancer ce message. Surtout dans un film sur un mec qui se déguise en chauve-souris, il faut 1. Parfaitement maîtriser ce sujet, et 2. Avoir le réal le plus couillu de l'industrie cinématographique. Et devinez quoi? Nolan a parfaitement rempli ses consignes avec une des plus belles fins du cinéma qui met en valeur le personnage de Batman, qui fait tout pour sauver Gotham et fait aussi une première, un film de super-héros sans happy ending. Putain que j'adore ce mec! Les acteurs habituels sont aussi bons que précédemment, mis à part peut-être Christian Bale qui a moins de choses à faire. Mais bon, il reste excellent. Quant à sa voix... ouais, c'est ridicule, mais comme pour Begins, j'adore ce style qui le rend presque démoniaque. Mais il est vrai que si on fait pas gaffe, c'est dur de comprendre. Gary Oldman devient un vrai protagoniste à lui tout seul. Quelque part, c'est même le véritable héros de ce film. C'est un petit peu comme Sam dans Le Seigneur des Anneaux. Il a autant de choses à faire que Batman, moins d'épreuves, mais il en a aussi pas mal avec Dent et sa famille. Petite remarque, j'aime bien la scène où il arrive à sauver un homme menacé par le Joker grâce à un accident provoqué par Bruce. C'était très courageux de votre part. D'être passé à l'orange. Vous ne protégez pas le fourgon? Vous croyez pas que je devrais aller à l'hôpital? Vous ne regardez pas souvent les infos, hein, monsieur Wayne? On dirait qu'il ne dit pas ça pour critiquer, on dirait plutôt qu'il est sarcastique et qu'il pense autre chose que ce qu'il dit. Ce qui me fait dire que Gordon sait parfaitement que Bruce est Batman. J'aime bien cette petite touche, ça rend le personnage plus fascinant. Morgan Freeman devient aussi un personnage très intéressant à suivre, et il fait du personnage de Lucius Fox un véritable membre à part entière de la mythologie de Batman. Kane aussi a des moments forts en tant qu'associé de Batman et de sages conseillers qui n'hésitent pas à lui mentir si c'est pour le bien de son maître. On achète sans problème le fait qu'Alfred et Bruce se connaissent depuis des années. Heath Ledger est tétanisant. Il accomplit une des performances où on ne voit pas un acteur jouer un personnage, mais être le personnage. Et dans chacune de ces scènes, il peut y avoir un homme ours porc passé en arrière-plan. On ne verrait que Ledger tant sa présence est pesante. Il mérite totalement ses récompenses post-mortem. En parlant de sa mort, je reconnais avoir été un peu gêné sur les rumeurs sur le suicide. On disait que Ledger s'était enfermé dans une chambre pendant au moins une semaine pour trouver la bonne mimique et la bonne intonation pour la voix. Une semaine à devenir ce personnage tout seul dans une chambre. C'est hard psychologiquement, et je comprenais ça comme étant la raison de son suicide. Et ça me faisait de la peine, parce que cette prestation ne vaut pas le prix d'une vie aussi excellente soit-elle. Au contraire, elle doit être suivie d'une vie. Mais quand on a confirmé que ce n'était pas le cas, je fus soulagé de savoir que ce n'était pas ce rôle qui l'a tué. Et après, peut-être qu'ils ont fait comme Batman et ont fait croire que ce n'était pas son suicide, mais une pneumonie qui l'a tué. Pour ne pas nous faire sentir coupables d'avoir amené cet homme au suicide pour avoir un film aussi génial, qui sait. Cela dit, c'est une très grande perte pour le cinéma d'être privé de cet acteur qui avait prouvé l'étendue de son potentiel sans pouvoir en profiter après. D'ailleurs, son personnage me fait un petit peu penser à l'Empereur, alors que le double face me fait un peu penser à Dark Vador et Anakin Skywalker. Donc, oui, dans un sens, on peut dire que The Dark Knight est la prélogie Star Wars, comment elle aurait dû être foutue et écrite. Sérieux, ça reprend quasiment les mêmes thèmes que la prélogie, mais en mieux. Change la fin et voilà, tu auras la parfaite prélogie. Prends des notes, George Lucas, prends des notes. Une petite scène qui m'a bien fait marrer avec lui, c'est l'explosion de l'hôpital.
Une scène de ce genre n'est pas vraiment fait pour avoir plusieurs prises, surtout pour un bâtiment de cette taille. Donc j'aime bien penser que la scène où le Joker s'arrête alors que l'explosion ne pète plus n'était pas prévue à l'origine, mais que Ledger est resté dans le personnage le temps que la bombe reprend son explosion, en faisant comme si c'était une scène humoristique prévue. C'était un pro en plus de ça. Il y a pas mal de débats sur qui est le meilleur Joker, entre Ledger et Nicholson. Parce que, vous savez, on s'en fout des deux autres acteurs qui vont apporter leur marque au personnage culte. Et puis, comme je l'ai dit pour Batman Begins, savoir qui est le meilleur entre les deux n'est qu'une question de goût. Si vous aimez le Joker carnavalesque et délirant, vous aimerez Nicholson. Si vous aimez le Joker serial killer effrayant et mythologique qui se veut une force anarchique qui affronte une force contraire, vous aimerez Ledger. Si vous aimez le clown incontrôlable, vous aimerez Romero. Et si vous aimez LE Joker, vous aimerez Mark Hamill. Étrangement, pas beaucoup de personnes ont parlé de la performance d'Aaron Eckhart en double face, qui non seulement surpasse son prédécesseur live tel un roi, mais il donne une force émotionnelle et psychologique peut-être moins marquante que celle de Ledger, mais tout aussi tétanisante et effrayante. Et il arrive sans difficulté à jouer les différentes facettes du personnage. Le héros modèle, le beau parleur, le fougueux, ainsi que le fou furieux prêt à vous tuer si sa pièce le veut. J'adore le fait que sa pièce porte-bonheur soit une pièce truquée à double face. Ça rend le personnage plus intéressant et sa pièce plus symbolique de l'homme qui voyait le monde en blanc, pour le voir sévèrement blessé. De plus, j'ai toujours trouvé ça bizarre que cette pièce ait deux faces dans la série animée, dans les films, etc. Rachel est ennuyeuse. Elle sert à représenter l'innocence de Gotham, celle qui aime le Chevalier Noir, mais encore plus le Chevalier Blanc, dont la mort apporte peine au Chevalier Noir et colère au Chevalier Blanc, et dont le Chevalier Noir vit dans l'illusion qu'elle l'aimait pour tenir bon et défendre Gotham et sauver l'honneur du Chevalier Blanc. Donc ouais, elle apporte quelque chose qu'en crevant. Tout est dit. C'est juste que son personnage était inintéressant et pas suffisamment authentique pour qu'on s'y attache. J'étais presque heureux de la voir mourir, pour vous dire. La seule chose qui a sauvé l'émotion de la perte de ce personnage est la performance de Bale et Eckhart. Encore une fois, tout est dit. Il y a aussi quelques caméos de séries télé très sympathiques, comme Mahone de Prison Break qui joue le plus badass des directeurs de banque, John Smith de Dead Zone en reporter, ainsi que le maître dans ce téléfilm Doctor Who qui n'a jamais existé. Le film est toujours réalisé de façon télévisuelle, mais offre tout de même quelques plans suffisamment cinématographiques pour faire plaisir au cinéaste. Et il conserve parfaitement sa dimension mythologique et paradoxalement authentique. Le scénario de David S. Goyer, et cette fois de Jonathan Nolan, est un véritable pavé. Entre la durée et les différents sous-scénarios entourant cette histoire, tout retranscrit l'aspect saga de la bande dessinée et offre suffisamment d'éléments pour ne pas nous ennuyer avec un scénario riche, créant un univers autour de Batman faisant de ce film un faux film de Batman, mais un film sur ce qu'il représente et ce qu'il apporte à Gotham. L'une des autres raisons du fait qu'il s'appelle The Dark Knight. Ça est la remise en question sur ce que représente Batman et ce qu'il est réellement. Un chevalier noir. Parce qu'il est le héros que Gotham mérite. Mais pas encore celui qu'il faut à ses citoyens. Donc sans être une mise en abîme du cinéma, ce film est une mise en abîme de Batman. Et le tout avec plein de bonnes idées comme faire jouer un rôle aux habitants de Gotham dans cette confrontation philosophique du bien et du mal, en leur demandant d'arrêter le Batman pour calmer le Joker, ou l'épreuve de la bombe qui offre une de mes scènes préférées, ou l'employé de Wayne qui finit par découvrir le secret de son boss et essaye de le faire chanter. Si j'ai bien compris, vous pensez que votre client, qui fait partie des hommes les plus riches et les plus puissants du monde, est en fait un justicier qui passe ses nuits à massacrer à main nue de pauvres criminels. Et c'est ce genre d'homme que vous avez l'intention de faire chanter? Bonne chance. Mais encore, comme Batman Begins, Goyer nous prouve que c'est un très mauvais scientifique. Ou du moins que la science est un MacGuffin qui fait tout ce qu'il veut qu'il fasse. Deux cas prouvent ceci. Premièrement, une scène où Batman récupère un bout de mur avec une balle réfugiée dedans. Une fois dans la Batcave, il expérimente l'impact de différents calibres de balles pour retrouver la même marque sur son bout de mur. Jusque-là, ok. Avec ça, l'ordinateur de Lucius Fox permet de reconstituer virtuellement la balle en fonction du modèle. Jusque-là, ok. C'est pas grand-chose, mais c'est un début de piste pour retrouver les hommes du Joker qui ont fait ça. Seulement, ça s'arrête pas là. Non seulement il reconstitue virtuellement la balle, mais il trouve aussi l'empreinte de celui qui a chargé l'arme sur la balle.
Ok, il y a les experts de Manhattan et les experts du Port Nawak. Ça, c'est Port Nawak. Comment l'empreinte a pu se conserver après que la balle ait explosé dans le mur? Et comment l'ordi a pu afficher cette empreinte alors que ce n'est qu'une reconstitution virtuelle de la balle explosée? Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la vision sonar. Lucius remet à Bruce un appareil qui sert de sonar grâce à un émetteur placé dans un téléphone portable. Jusque-là, ok. Batman l'utilise plus tard pour le système d'espionnage dont je parlais tout à l'heure, en repartissant le signal sur tous les téléphones de Gotham. Jusque-là, ok. Batman utilise directement la vision sonar sur sa visière incorporée à son masque. Déjà, comment il fait pour se repérer avec un point de vue aussi sauvage? Bon, ça peut être que la mise en scène qui fait ça, vu que dans ces moments-là, c'est Lucius qui lui explique ce qui se passe. Mais ça reste embrouillant, et quand Batman perd la vision à un moment, Lucius aussi perd la vision. Donc, ouais, tous les écrans, c'est ce que voit Batman. Ça doit pas être pratique. Mais surtout, comment il fait pour voir avec ça? Pourquoi ne pas utiliser de l'infrarouge plutôt? Ça ne fait pas assez chauve-souris, c'est ça? Bah à force de te forcer à être une chauve-souris, Brucey, tu vas te niquer les yeux. Je n'ai pas ça incorporé à mes lunettes et j'ai déjà du mal à voir ce qui se passe. À un moment, l'appareil déconne et Batman ne voit plus que du noir. Et bah enlève la vision sonar, comme ça tu seras pas coincé. Surtout que ton entraînement ninja t'a sûrement permis d'apprendre à voir et te déplacer dans le noir. Bon, je reconnais que quand j'ai vu la première fois ce film, je n'avais pas trop fait gaffe à l'incohérence pour une raison simple. Batman avait ici les yeux blancs lumineux. Ça et le fait que son costume devenait gris selon l'éclairage. Et la musique m'avait tellement excité parce que je voyais une version pratiquement parfaite de Batman. Et ça me suffisait. Mais ouais, quand on y réfléchit, ça marche pas trop. Surtout que les yeux blancs auraient pu servir d'infrarouge. Ça peut tout autant marcher. Cela dit, ça reste un climax très cool. En parlant du costume, je l'aime mieux que celui de Begins. Déjà parce qu'ils ont enlevé ce cou ridiculement gros qui lui empêchait de tourner la tête, ce qui n'est pas super pratique pour l'action ou le jeu d'acteur. Et ils ont essayé d'adapter la forme dynamique des précédentes versions en une forme plus militaire et robotique. Pas beaucoup en sont fans de ce design, mais moi je le suis. Les scènes d'action ont eu droit à un énorme upgrade par rapport à Begins, la caméra étant plus éloignée et suivant suffisamment bien les mouvements de l'action. Et la course-poursuite avec la Batpod est extrêmement fun. Le seul truc qui me manquait dans cette séquence, c'était la musique. Surtout que la piste Dog Chasing Car correspond parfaitement à la scène. La musique d'Alzheimer et James Newton Howard est excellente. Le thème très anarchique et sensoriel du Joker, Why So Serious, est d'ailleurs devenu un thème culte, plus que leur version du thème de Batman. Et ils ont fait quelque chose de plus fort pour le thème de Bane pour le dernier Batman. Le film fut un succès phénoménal, grâce à sa formule qui englobe super-héros, politique, policiers, mythologie, thriller, film sur la société américaine, drame et comédie. Il y en a aussi pas mal qui se plaignent que le film est trop bavard, qu'il y a trop de dialogue et pas assez d'action. Oh non, un film avec des dialogues au lieu de faire de l'action débile. Mais quel fou dangereux ce Nolan, que quelqu'un l'arrête et fasse revenir Brett Ratner et Schumacher. Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai envie d'écouter tes conneries? Surtout que les dialogues c'est le meilleur truc de tout le film. Les dialogues sont dans un style shakespearien et tragédie grecque. Y a pas que les scènes d'action dans la vie, même dans les films de super-héros. Et bien sûr, tout le monde était impatient de voir la suite. Surtout après la situation mise en place à la fin. Un Gotham où la ville voit en Batman un ennemi pour s'élever sous la vénération d'Harvey Dent. Mais avant que Nolan ne puisse nous offrir son dernier ouvrage sur le Chevalier Noir, il avait un projet personnel à nous offrir. Un projet de rêve. Rendez-vous demain où nous parlerons de... Ah, vous savez de quel film je vais parler. What matters ain't the
J'avais aucune idée de ce qu'ils allaient vous faire, je vous le jure. Ouais. C'est bizarre. Moi non plus, j'ai aucune idée de ce qui peut t'arriver.